Retour sur le plateau de Politique en compagnie de Jean-Marie Colombani de Slate.fr et notre deuxième invité, Ramayad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme sous Nicolas Sarkozy. Vous avez eu une carrière politique fulgurante. Inconnue en 2007, vous devenez une icône sous Nicolas Sarkozy. Nommée secrétaire d'État aux droits de l'homme, vous êtes une ministre turbulente, insolente, courageuse, car vous êtes la seule à vous indigner de la visite de Kadhafi à Paris, alors que tout le monde, y compris votre ministre de tutelle, Bernard Kouchner, se planque sous le tapis. Donc vous osez. Puis vous claquez la porte de l'UMP, parce que vous êtes comme ça, Ramayad, et vous rejoignez l'UDI. Mais ça se termine par une exclusion du parti. Donc on n'entend plus vraiment beaucoup parler de vous. Et hop, la semaine dernière, qu'apprend-on? Que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Alors sans mandat, sans parti, sans troupe, sans soutien réellement, juste sous une bannière d'un slogan « La France qui ose ». Alors Pierre Charon, qui est un ami que vous connaissez bien, un ami et intime de Nicolas Sarkozy, raillait « Ils veulent tous avoir un tour de manège gratuit en attrapant la queue de Mickey ». Alors, est-ce que vous voulez attraper la queue de Mickey et est-ce que vous vous sentez capable, objectivement, d'être présidente de la République? Vous sentez les épaules? Oui, donc je n'ai pas compris la blague, c'est sans doute très drôle. Non, je ne suis pas seule. Derrière la bannière de la France qui ose, il y a une coopérative politique qui comprend 5 mouvements politiques et citoyens qui n'ont certes pas la renommée de l'UMP et du Parti socialiste, mais de toute façon, ces deux partis sont complètement discrédités aux yeux de l'opinion et ont tout raté. Donc à partir de là, il s'agit aujourd'hui de reconstruire pour redonner confiance aux Français. Qu'est-ce qu'ils ont raté ? Bien, écoutez, le président précédent sous lequel j'ai officié n'a pas été réélu. Donc je pense que le jugement des Français était très clair, notamment sur le chômage, mais aussi sur la sécurité. Ensuite, le président actuel ne réussit pas davantage au regard des sanctions successives aux élections intermédiaires. Et nous avons vu depuis 15 ans, mais j'ai déclaré ma candidature un 21 avril, depuis 14 ans que Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour de la présidentielle, et bien que les Français ont massivement défilé dans les rues. Rien n'a changé. Au contraire, on est revenu à un système où on est obligé de voter pour les mêmes à cause d'un chantage au Front National. Et moi, je voudrais offrir un nouveau choix aux Français. Alors, avant de passer la parole à Jean-Marie et puis d'essayer de voir ce que vous proposez, dans quelle optique vous vous présentez, évidemment, vos petits camarades ont commencé à défourailler. Donc, on va écouter Éric Woerth et votre réaction après. Bienvenue, mais Ramayad, elle a été à l'UMP, puis après elle est partie au Parti radical. C'est beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego boursouflés dans la vie politique, comme d'ailleurs dans la vie médiatique ou comme dans la vie tout court. Et il y a un moment donné, il faut de l'ego parce que c'est de l'ambition et il faut croire en soi parce que sinon ça ne marche pas. Mais il faut aussi croire au collectif. Alors, de l'ego ou du collectif? Les deux, mon capitaine. C'est Sacha Guitry qui disait que si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Donc je ne vais pas commenter davantage ce type de propos qui ne repose sur rien en fait. Moi j'aime le débat d'idées, j'aime la confrontation démocratique sur des projets. Il n'y avait rien dans ce discours. Donc ne perdons pas de temps. En revanche, je porte un projet politique sur lequel je travaille depuis 1 an, ce qui explique aussi une longue absence des médias. Parce qu'on a besoin de se concentrer pour travailler un projet avec une centaine de personnes sur des groupes thématiques. On a abouti à un projet très novateur qu'on va présenter tout au long de cette campagne, axé sur l'idée de rendre le pouvoir aux Français et à la France. La France est dos au mur, mais elle n'est jamais meilleure que lorsqu'elle est dos au mur. Et moi, je crois qu'entre le système qui est discrédité et le Front National, les Français ont le droit d'avoir un autre choix politique. Et je ne suis pas une énième candidate à la présidentielle dans la mesure où les 3/4 qui sont actuellement candidats le sont dans une primaire UMP. Je ne suis pas candidate à la primaire UMP, mais au suffrage direct des Français. Jean-Marie. Est-ce que c'est une bonne approche de commencer par dire « ils ont tout raté » ? Est-ce que c'est vraiment la réalité de dire des prédécesseurs ou de ceux qui occupent l'Élysée aujourd'hui, de ceux qui l'ont occupé hier, ils ont tout raté? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Oui, enfin non, les Français jugent à l'occasion d'élections, mais ils n'adhèrent pas nécessairement. Le discours du tout raté, c'est le discours du Front National. Donc ils ne sont pas une majorité à voter Front National. Donc est-ce que c'est un bon point de départ pour vous? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez ambitionner comme... est-ce que vous voulez attirer l'attention sur un certain nombre des idées que vous porterez? Ou bien est-ce que vous voulez simplement
comme c'est le cas de la plupart, j'allais dire entre guillemets, des petits candidats à une élection présidentielle ou à un premier tour d'élection présidentielle, c'est-à-dire exister pour ensuite se faire une place à partir de ce que vous pourrez comptabiliser comme suffrage en votre faveur. Il y a beaucoup de questions là, il va falloir que vous me répétiez. Bon, je vais commencer par la deuxième. Non, c'est pas pour exister. Pour exister, il suffit de participer à la primaire. Parce que là, il n'y a aucune exigence particulière. Et c'est le cas de tas de petits candidats, comme vous dites, mais je ne vois pas ce qui vous autorise à parler de petits candidats. Nous sommes aussi des candidats de valeur. J'ai été plusieurs fois membre du gouvernement, j'ai été ambassadeur, j'ai été élu local. Petit en termes électoraux. Oui, mais je pense que dans un système comme la Ve République, il n'y a pas de petits candidats. Et les Français, moi, je me base juste sur ce que pensent les Français. Et au fil et à mesure des scrutins, ils l'expriment. Le vote du Front National, qui est monté quand même à 30% aux dernières élections régionales, n'est pas un signal d'alerte. On est au début d'une banqueroute politique. Le nombre d'abstentionnistes en France, vous ne pouvez pas l'ignorer, M. Colombani, a atteint des records. Le Front républicain est devenu la dernière bouée de sauvetage d'un système politique qui est discrédité. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de résultats sur les sujets qui intéressent le plus les Français. Je pense par exemple au chômage. Parce que la France, sur la scène internationale, nous sommes ici sur France 24, donc disons-le, est ballottée dans les tourments du monde. La France ne porte pas de message. On est passé de la 5e à la 6e puissance mondiale. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le plus grave, parce que nous avons aussi les symboles. Et les symboles, c'est le 11 janvier, quand les chefs d'État du monde entier sont venus en France pour soutenir Paris après les attentats. Et donc ça nous donne une chance de retrouver une place sur la scène internationale, parce que sur les symboles, le pays des droits de l'homme a des choses à dire. Et donc, de ce point de vue, moi, je trouve effectivement... je ne trouve pas, ce sont les Français qui n'y croient plus. Et c'est très difficile de faire de la politique dans un pays où les Français n'y croient plus. Mais justement, tout l'objet de ma démarche, c'est de proposer une nouvelle offre politique, qu'on ne soit pas pris en otage entre le Front National et un système dont les Français ne veulent plus. C'est quoi cette nouvelle offre politique, alors, justement ? Cette nouvelle offre politique, on part de l'idée qu'on est dans une situation hors norme. Et donc, il faut un projet de radicalité. Rendre le pouvoir aux Français et à la France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à travers, par exemple, cette coopérative politique, l'idée, c'est de s'adresser et de mobiliser les sacrifiés de la République, les invisibles de la démocratie, ceux qui n'ont hérité de rien, ceux qui sont effectivement en dehors du système. Et c'est pour ça qu'effectivement... Vous voulez les faire participer à quoi ? À votre, par exemple, à la vie de la société ? À la France qui ose, qui est notre coopérative. Mais plus largement, je voudrais, pendant cette année de campagne électorale, qu'on arrête finalement de nous mettre en avant, nous, ce n'est pas nous le recours, ce sont les Français. Et donc, plutôt que de faire comme les hommes politiques conventionnels qui vont en Finlande ou ailleurs pour nous dire à quel point les Finlandais sont formidables et vont nous donner des complexes, comme si nous étions nuls, eh bien, je pense qu'en France, il y a des initiatives formidables, efficaces de la part des entreprises, des associations, des fondations, des familles, des coopératives, sur l'insertion des chômeurs, sur le placement des chômeurs, sur le soutien scolaire, qui mériterait d'être mis en avant. Et moi, je voudrais mettre en avant cette France qui ose, et au fond, que demain, on puisse peut-être transférer les missions où l'État est en échil vers ces acteurs-là et les aider à démultiplier la recette du succès sur leur territoire. Ce dont vous parlez, c'est ce qu'avait fait David Cameron quand il vantait les mérites de la fameuse Big Society. C'est-à-dire faire par la société civile ce que l'État ne peut plus faire ou n'est plus en mesure de faire ou ne peut plus assumer. Quels sont les secteurs ? Est-ce que vous avez un exemple là ? Parce que ce que vous proposez, c'est un peu cette big society à l'anglo-saxonne. Tout à fait, sauf qu'on en tire les conséquences. Un exemple, par exemple. En fait, vous n'avez pas nommé Monsieur Dupont ministre de... Non, on est d'accord. Mais il faut tirer les conséquences de ce qu'ont fait les anglo-saxons et ne pas reproduire non plus les mêmes erreurs. Et par ailleurs, ce n'est pas anglo-saxon. La France a une longue tradition solidariste avec Léon Bourgeois, depuis Léon Bourgeois. Nous avons 1 million d'associations en France. Nous sommes le pays en Europe qui crée le plus d'entreprises en Europe. Vous rendez-vous compte de cela? Donc, on a des capacités. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des domaines, l'État, omnipotent, c'est 57% du PIB en termes de dépenses. Et dans ces sommes énormes c'est l'argent des Français quand même, l'État s'est vu confier des missions par les Français. Et parmi ces missions, il y a l'éducation nationale, par exemple, ou la formation, où l'État ne réussit plus. Par exemple, sur le soutien scolaire,
enfin même pas, sur l'éducation, vous avez 25% des jeunes qui entrent en 6e sans savoir lire ni écrire. Et à côté de ça, vous avez une petite association qui s'appelle Coup de pouce clé, qui a officié à Colombes d'ailleurs, dans les Hauts-de-Seine, qui réussit à faire lire 80% des enfants de CP qu'ils ont entre leurs mains. C'est quand même formidable. Et pourquoi donc ne pas appliquer ces recettes-là et donc transférer finalement cette mission du soutien scolaire vers ces associations qui se démultiplieraient sur le territoire. Sur les chômeurs, le Pôle emploi, 50 000 salariés, 5 milliards de budget, 3,5% des chômeurs seulement placés. Alors que vous avez à côté une petite entreprise française qui réussit à placer en 2 ans 30 000 chômeurs et leur trouver du travail. C'était quand même extraordinaire. Et ça, c'est une tradition française, pas anglo-saxonne. Et je pense que plutôt que de faire des promesses et des catalogues de mesures comme tout le monde fait, auxquels les Français ne croient absolument plus, je crois qu'il faut plutôt privilégier une méthode d'action. Et si demain, j'étais présidente de la République française, eh bien, je privilégierais cette méthode. Et ça se traduit aussi sur une forme de révolution démocratique. Rendre le pouvoir aux Français, c'est aussi leur donner un pouvoir d'expression. Pas seulement limiter le pouvoir des élus par l'arrêt du cumul des mandats, comme ils disent tous, mais surtout donner la participation citoyenne, à la participation citoyenne, la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est-à-dire des référendums pour agir. Ça veut dire des motions populaires, des jurys citoyens. Ça veut dire l'inscription automatique sur liste électorale, la reconnaissance véritable du vote blanc. Oui. Voilà. Et c'est ça, rendre le pouvoir aux Français. Et à la France, sur la scène internationale. Qu'on arrête de faire en sorte que la France se banalise. La France est une personnalité. Je crois que c'est Marcel Gauchet qui disait ça. Une personnalité qui doit défendre des valeurs universelles face à la mondialisation américaine et marchande. Et donc nous avons le devoir, par exemple, d'être aux côtés des Tunisiennes qui se battent contre les islamistes. Nous n'avions pas le droit de lâcher l'Afrique au profit de l'Asie au moment où l'Afrique décollait sur la scène internationale. Nous n'avons pas le droit de vendre des armes à l'Arabie Saoudite tout en se désolant que l'Arabie Saoudite finance nos mosquées. Vous voyez l'incohérence de la politique étrangère de la France. Il faut la corriger pour retrouver un rang, pour retrouver une autorité morale. Et qui d'autre que la France pour incarner cet universel face à l'Amérique? Je ne vois pas, c'est sa vocation historique. Donc je crois que si on arrive à rendre le pouvoir aux Français et à la France, eh bien on peut retrouver un pays fier de lui-même. Vous avez regardé le programme de Jacques Attali, parce que vous évoquez les gens qui travaillent autour de vous. Jacques Attali a produit un programme extrêmement complet à partir justement de gens de la société civile pour le coup. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez regardé seulement, ou est-ce que vous travaillez dans votre coin sans regarder les idées qui sortent ailleurs? Non, j'ai travaillé avec une centaine de personnes, avec des personnalités de droite, de gauche, qui ont une expertise dans leur secteur, en matière de justice, en matière de santé. Je n'ai rien inventé par moi-même. J'ai donné ma philosophie. Mais j'ai eu besoin de l'aide de tous ces hommes et des femmes pour aboutir à un projet. J'ai regardé les travaux de Jacques Attali sur certains aspects. Je pense par exemple à l'économie de rente, ce qu'on nomme l'économie de rente, c'est-à-dire cette économie qu'on peut résumer, l'économie un petit peu traditionnelle par rapport à l'économie collaborative, nouvelle. C'est une vraie problématique, ça, d'avenir. Le statut des travailleurs indépendants, qui est nouveau, qui bouscule l'économie habituelle. J'ai réfléchi là-dessus, mais M. Attali est très prolixe en travaux, donc je n'ai peut-être pas tout vu. Mais peut-être sur par exemple l'éducation, l'éducation, puisqu'on recevait effectivement Jacques Attali il y a quelques jours. C'est vrai que c'est un gros sujet, c'est un gros pavé, l'échec aujourd'hui de l'éducation française. Lui, il propose par exemple de s'y prendre dès la maternelle. Vous, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu sur le système éducatif? Comment d'abord on fait qu'il y ait un peu moins d'échecs à l'école et des enfants qui arrivent en primaire sans savoir lire ni écrire, par exemple? Qu'est-ce que vous proposez sur l'éducation, par exemple? Est-ce que vous avez des idées? Oui, ça fait plusieurs années que j'ai réfléchi là-dessus, puisque j'avais écrit précédemment 2 livres sur la question éducative. D'ailleurs, d'abord, je plaide pour qu'on dise, que la nation dise quelle école elle veut. Est-ce qu'une école de l'éducation ou une école de l'instruction? Moi, je plaide pour une école de l'instruction publique, parce que la vocation de l'école n'est pas d'éduquer, c'est celle des enfants. C'est celle des familles, pardon. À force de mélanger les deux, on a mis les professeurs, les enseignants dans une situation intenable. On leur demande à la fois d'enseigner à lire, à écrire aux enfants, et en même temps, on voudrait qu'ils en fassent des petits citoyens. Alors on multiplie les options, l'écologie, la santé, je suis Charlie, pas Charlie, l'homosexualité, l'égalité homme-femme. Quand est-ce qu'ils prennent le temps d'apprendre à lire, à écrire? Ça, c'est la première chose qui me frappe. Donc il faut que l'école ait une vocation clarifiée. Donc un nouveau pacte entre la nation et l'école. Deuxièmement, la France est une république scolaire par tradition.
C'est-à-dire que tout tient dans cette nation sur les épaules de l'école. C'est ce qui permet l'ascension sociale. C'est le projet éducatif qui permet le projet républicain. Et quand l'école déraille, toute la nation déraille. Et je crois aujourd'hui, le plus grand mensonge, le plus grand scandale d'État aujourd'hui, c'est le mensonge qu'on a fait à la jeunesse, en lui faisant croire qu'avec 80% d'une jeunesse au bac, on en ferait des citoyens éclairés et des salariés en CDI. Ce n'est pas vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, la question des inégalités scolaires est le problème le plus grave, entre les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Et moi, je parlais de Marcel Gauchet tout à l'heure. Mais par exemple, oui, sur l'école, encore faut-il maîtriser la langue quand on entre à l'école. Donc, est-ce que vous seriez pour des politiques dites de discrimination positive, c'est-à-dire où il y a des enfants, parce qu'ils ont ce handicap de la langue au départ, on les instruit dans la langue avant de les amener aussi dans le système scolaire. C'est ce que font les Américains, par exemple en Californie et dans d'autres États où on entre dans le système scolaire normal une fois qu'on maîtrise la langue, ce qui évidemment efface les différences qui existent au départ, puisqu'au départ il y a des enfants qui objectivement sont désavantagés. Vous parlez des immigrés qui arrivent ? Pas seulement des immigrés, il y a des enfants qui ne maîtrisent pas la langue parce qu'ils sont dans des milieux où on n'a pas encore appris. Voilà. Donc est-ce que vous iriez vers des politiques dites de discrimination positive, comme ça s'est pratiqué à Sciences Po, par exemple, avec succès, alors malgré les levées de boucliers qu'il y avait eu, ou est-ce que vous resterez figé sur la France est le pays de l'égalité, donc tout le monde pareil, on met plus de moyens sur ceci, sur cela? Ni l'un ni l'autre. En fait, non, je pense qu'il faut promouvoir une école d'excellence républicaine. Faut pas avoir peur. Mais elle existe, l'école d'excellence. Le système actuel est très bon pour les très bons. Non, mais en fait... Il est très bon pour les très bons. Le problème, c'est pas l'excellence. Le problème, c'est l'entrée, justement, dans le système scolaire, en maternelle, et ensuite, et les inégalités qui sont criantes et qui perdurent, parce qu'il y a des enfants qui, par leur parcours à l'école primaire, sont déjà condamnés. C'est vrai, vous parliez de Jacques Attali tout à l'heure. Il avait eu cette phrase qui m'avait frappée il y a quelques années. Il avait parlé des 200 maternelles, comme on parlait à une époque, de manière bien sûr différente, des 200 familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a 200 maternelles où il faut inscrire ses enfants si on veut qu'ils s'en sortent. Nous sommes là, c'est le symbole absolu de l'effondrement de l'école française. Je ne suis pas favorable à la discrimination positive parce que c'est un stigmate sur ceux qui, soi-disant, en bénéficient. J'étais diplômée de Sciences Po en 2000, donc c'était l'année où se mettait en place cette mesure. J'en comprends les raisons. Il y a eu tellement de retard, tellement de faillites, que Richard Descoings a ressenti le besoin de rattraper les choses. Tant mieux pour ceux qui en ont bénéficié. Et d'ailleurs, ils ont bien réussi par la suite. Mais je ne veux pas de ce système pour une république comme la France, parce que c'est un stigmate. Quand je suis sortie diplômée en 2000, donc on a pu penser que j'étais moi-même, parce que je venais d'une cité, tout ça, que j'avais moi-même bénéficié des conventions ZEP. Alors que pas du tout, j'étais entrée l'année précédente. Et je crois que vous avez fait plusieurs concours à Sciences Po. Vous avez fait Lyon, Paris. Oui, j'en ai fait plusieurs pour ne mettre tous les œufs dans le même panier. Mais des gens m'ont interpellé sur le thème, vous avez eu Sciences Po convention ZEP. Ah non, j'ai passé le concours normal. Me suis surprise à penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée deux catégories de jeunes diplômés. Il y a les vrais et les autres. Et ils seront toujours regardés comme quelque part ceux qui ont eu le concours, pas le concours justement, ceux à qui on a mis un petit escabeau. Et donc il y a rupture d'égalité. Et surtout, je vais vous dire, il y a un manque de confiance dans la jeunesse. Mais il y a rupture d'égalité, mais en même temps, ils réussissent, ils font leur chemin, ils ont leur diplôme. Ils ont leur diplôme. Alors que sinon, ils n'auraient rien. Donc vous préférez qu'il n'y ait rien plutôt que vous dire aller dans un système où on dirait qu'ils sont stigmatisés parce qu'ils ont réussi par cette voie. Je préfère que plutôt qu'on intervienne comme ça en toute fin de parcours, qu'on intervienne dès le début, dès la maternelle, qu'on leur donne les moyens de passer le concours que passent tous les autres. Parce qu'il faut un acte de foi vers cette jeunesse. Il ne faut jamais se contenter des enfants tels qu'ils sont, mais les prendre dans ce qu'ils sont capables de faire, dans leur riche potentialité. Et en ce sens, si ces enfants-là, ces jeunes-là, on avait eu confiance en eux, on leur avait inculqué un sentiment d'excellence, même s'ils sont dans des filières qui ne sont pas généralistes, eh bien, ils auraient eu suffisamment confiance en eux par l'apprentissage, par le soutien scolaire, par les évaluations, pour arriver à l'excellence. En ne le faisant pas,
qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme situation dans les grandes écoles? Alors que dans les années 80, il y avait 15% des enfants, des élèves qui entrent dans les classes préparatoires, qui venaient des catégories populaires, ils ne sont plus que 5% aujourd'hui. Et donc, eh bien oui, on met du sparadrap, on rattrape, on fait de la discrimination positive, mais je veux dire, les bourses sociales sur critères sociaux, les bourses au mérite sont là pour rattraper ce type d'inégalité. Mais la discrimination positive, non. Et je pense que si on intervenait dès le début par une école de l'exigence, une école de l'excellence, où on évalue régulièrement, pourquoi pas un concours d'entrée en 6e, un examen d'entrée en 6e. Ça, c'est ce que propose le maire, Bruno Le Maire, par exemple. Bah, moi, je l'ai écrit dans un livre il y a 5 ans. Donc, et je pense aussi qu'il faut non seulement évaluer, mais aussi mettre en place des classes de niveau, au niveau des matières s'il le faut. Si en français vous êtes excellent, eh bien vous serez dans une classe avec des excellents élèves. Et puis si en mathématiques le même élève est moins bon, plutôt que de le laisser décrocher, on le mettrait dans une classe de son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on revalorise aussi l'autorité des enseignants, aussi bien en termes par rapport à l'indiscipline de certains élèves que par rapport au présentéisme, quelquefois un peu abusif de certains parents. Et je crois donc qu'on doit revenir à un ministère de l'instruction publique ou alors à défaut de rééducation nationale. Alors on n'a pas le temps bien sûr d'évoquer tous vos sujets de propositions et de réformes, hein. Ce sera dans un autre temps, vous reviendrez. Mais dernière question, vous avez autour de vous, vous avez qui? Quels sont les hommes et les femmes qui vous soutiennent? Est-ce que vous avez aujourd'hui des politiques qui vous tendent la main, qui viennent vous voir, ou vous êtes la seule à la proue de votre bateau? Non, je ne suis pas du tout seule. Mais de toute façon, écoutez, je ne suis pas dans le système partisan et ce n'est pas... Parce qu'il vous faut vos 500 parrainages quand même. Oui, mais on est 50 000 personnes que représentent l'ensemble des mouvements dont je vous parlais tout à l'heure, mais je peux vous les citer très clairement. Il y a l'Alliance écologiste indépendante, qui est indépendant par nature, ni droite ni gauche. Vous avez le Parti libéral-démocrate, qui est un parti qui était à l'UDI auparavant. Vous avez le Cercle de la diversité, qui était à l'UMP il y a encore quelques jours, qui a décidé de me soutenir. Vous avez Démocratie 21 qui est un mouvement associatif dans les quartiers. Vous avez le Rassemblement éco-citoyen qui travaillait encore quelques semaines avec Corinne Lepage et qui est un mouvement de gauche. Donc l'ensemble de ces personnes constituent une coopérative politique de 50 000 sympathisants environ et répartis dans 102 comités locaux, c'est-à-dire un comité par département. Et ils seront effectivement les fantassins de la quête de parrainage auprès des élus locaux. Et vous savez, c'était Mark Twain qui disait ils pensaient que c'était impossible et pourtant ils l'ont fait. Voilà. Bon, eh bien, vous avez la foi. J'ai la foi dans notre démocratie parce qu'elle est capable de déjouer tous les pronostics. Il paraît que les Français ne veulent pas d'un match de retour de 2012. Donc, un nouveau choix politique s'offre à eux. Merci beaucoup Ramayad. On vous réinvitera pour la suite de votre programme. J'imagine que vous continuez d'y plancher. Merci Jean-Marie. On se retrouve la semaine... pas la semaine prochaine. Petite vacances. Et dans 15 jours, donc rendez-vous dans Politique. Merci à tous. Merci à Laure Wagner qui a préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Merci.